Bonjour, bonjour, bonjour. Donc je vais vous parler de la contraception hormonale masculine. Alors la page pub, vous pouvez suivre notre actualité en andrologie lyonnaise. Donc est-ce qu'on va vers une pilule masculine? Alors il y a effectivement une prise de conscience et puis les médias s'en chargent. Et Libération avait fait une tribune en disant que les sociétés pharmaceutiques avaient abandonné complètement la stratégie et puis voilà, grosso modo on pouvait difficilement inverser cette tendance s'il n'y avait pas une prise de conscience. C'était un article plaidoyer pour l'investissement dans la contraception masculine, la planification familiale, le droit des femmes, la santé sexuelle. Et voilà, grosso modo, on nous dit il y a un retard global dans un contexte global, un contexte mondial, le réchauffement climatique, le changement des priorités de la vie de chacun, etc. C'est une histoire ancienne. En fait, la dernière nouvelle méthode, elle date de plus de 200 ans. C'était Goodyear qui avait fait le préservatif en caoutchouc. Donc, vous voyez, il y avait une petite méthode avec de conservation de lavage. C'était réutilisable. Il fallait le tremper dans le talc et puis souffler dedans. Donc, voilà, il y avait pas mal de petits trucs grivois qui circulaient. Et en fait, on a un obstacle majeur, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue. En fait, c'est le manque de directives réglementaires. En fait, qui vont entraver les investissements scientifiques, financiers, et puis la FDA, l'EMA qui ne se mouille pas. On a un consensus d'experts qui commence à dater. Les autres freins, c'est l'implication culturelle, on verra ça en conclusion également, les attitudes des hommes, une ouverture d'esprit, si je puis dire, et puis un problème d'éducation, de pédagogie qui sera clairement à refaire. On a des craintes sur la préservation de la fertilité, des érections, de la virilité, de la masculinité. Quoi qu'il en soit, on connaît très bien les méfaits du tabac et de l'alcool. Pour autant, ça n'empêche pas l'usage et le mésusage. Et la contraception masculine est encore un peu tabou et crainte, si je puis dire. Est-ce qu'on va vers l'histoire de la pilule féminine? Est-ce qu'on va revivre ça? La réponse est probablement non. La pilule féminine, entre guillemets féminine, a été introduite dans les années 60, et puis 5 ans après, c'était 25% des femmes aux États-Unis qui l'utilisaient. Il faut attendre une bonne décennie en France pour que ce soit démocratisé et remboursé. Le principe, vous le connaissez, c'est le progestatif, c'est 2 stéroïdes généralement. Et pour l'homme, on s'est dit, on va faire pareil, on va commencer par de la testostérone. Et puis on a ajouté un progestatif, on va le voir juste après. Quoi qu'il en soit, c'est qu'on a aujourd'hui les moyens scientifiques pour développer la pilule pour hommes, pilule entre guillemets encore une fois, et ces innovations, toutes les innovations, même si les laboratoires s'en sont saisis après, elles n'ont pas été portées par les laboratoires. C'est souvent des gens qui ont fait ça tout seuls dans leur coin, ou qui ont permis de faire avancer les choses, et puis après voilà, la force des choses a fait que ça s'est globalisé. Donc est-ce qu'il existe un marché? La réponse est oui, clairement, on voit les sondages qui nous montrent que justement les hommes sont prêts à prendre cette pilule, mais pourquoi ça s'est pas démocratisé? Donc en France, clairement, il n'y a pas d'AMM pour l'hormonothérapie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'essais à grande échelle, je vais vous les montrer juste après, et puis la déontologie nous dit que il faut prescrire selon les données scientifiques établies. Sur le plan politique, il y a clairement d'autres priorités. Et puis, au point de vue des industriels, le marché était restreint dans les années 60. Donc voilà, clairement, c'était facile d'introduire de nouveaux médicaments, de nouvelles stratégies, et donc au final d'avoir de nouveaux marchés. Puis quand le marché a été saturé, clairement, on va pas se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, la contraception masculine est un peu restée sur le côté. Oui, mais en fait, les hommes qui font partie de toutes ces enquêtes, même en Asie du Sud-Est ou en Afrique, ce sont des hommes qui sont enthousiastes parce que, justement, ils sont impliqués. Comme disaient tout à l'heure nos collègues, les femmes font confiance à leurs partenaires. Cette démarche peut être clairement augmentée quand le public sera bien sensibilisé, mais tous ces hommes sont généralement des volontaires auto-sélectionnés, qui donnent des commentaires extrêmement positifs, qui disent prêts à justement payer si le produit est mis sur le marché. Mais voilà, donc il y a quand même des biais de sélection. Le zoom sur les approches hormonales. Alors, dans les années 80, c'est l'OMS qui a fait la preuve de concept. En gros, on a dit des androgènes forte dose pour supprimer la spermatogénèse. Un usage qui est limité à 18 mois. Et la NSM nous dit des hommes de moins de 45 ans, sans antécédents cardiovasculaires, hépatiques, cancer, psychiatriques, ne consommant ni tabac ni alcool si possible. Et donc le problème des androgènes, on va y venir juste après, c'est qu'il fallait administrer des fortes doses. Donc on s'est dit on va ajouter autre chose pour diminuer ces androgènes. Donc on s'est dit on va essayer des progestatifs pour couper l'axe hypothalamo-hypophysaire, ce qui a permis de supprimer
on va dire, la sécrétion de GnRH, d'avoir un dosage plus physiologique et donc d'avoir des effets contraceptifs et d'avoir moins d'effets d'hyperandrogénisme. Et les hommes sont contraceptés à 3 mois, comme vous le savez. On a 8 études, 5 avec des dérivés de la testostérone, 3 avec de la testostérone et des progestatifs, ce qui représente plus de 2000 couples, avec un indice de Pearl. L'indice de Pearl, c'est en gros l'inefficacité, enfin les grossesses, le taux d'échec en pourcent, pour faire simple. Donc voilà, en gros avec les méthodes hormonales masculines, on était entre 0 et 2,3%, ce qui est à peu près superposable à ce qu'on trouve avec les contraceptions, on va dire, standards. Les études, vous voyez, elles commencent à dater maintenant, je les ai listées, à chaque fois, c'est de l'intramusculaire ou du sous-cutané. Toutes les formes orales ou en patch ne sont pas suffisantes pour inhiber la spermatogénèse. Et vous voyez, on a les indices de Pearl ici, qui sont très respectables. En pratique, il y a 3 protocoles. Soit de la testostérone seule, c'est le protocole de l'OMS. Donc c'est des injections forte dose, hein. Vous voyez, c'est de l'androtardil toutes les semaines ou du Nebido tous les mois. Alors habituellement, le Nebido c'est toutes les 10 à 14 semaines et l'androtardil c'est tous les 3 à 4 semaines. Donc pas plus de 18 mois, faute d'études sur les effets secondaires à long terme, et c'est soit une forme sous-cutanée, soit une forme intramusculaire, soit un implant. Deuxième option, c'est de la testostérone plus de la progestérone. Troisième option, testostérone plus analogue de la GnRH. Tout ça aux frais du patient. Je vous ai remis les prix. Nebido, prix libre. Androtardil, 6,12 € la dose. Destrogel, Optimizette, etc. Ça coûte 1 à 3 € par mois. Alors, sachant qu'il faut en prendre tous les jours. La surveillance, c'est ce que vous faites habituellement pour les traitements androgéniques. Mais bien sûr, il y aura le spermogramme trimestriel à faire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y avait un très bon article qui a été fait dans FMC Progrès en Urologie de 2020. Donc, première méthode, les androgènes forts. On va jouer sur le rétrocontrôle négatif. Problème, c'est que justement, on va inonder le corps en dose supraphysiologique et on a un effet rebond. Donc voilà, on peut se retrouver avec des spermogrammes à 3 mois, 6 mois qui justement vont être positifs, et on va avoir chez 10 à 30% des hommes un problème, une spermatogénèse qui va pas être arrêtée, et sans qu'on ait aujourd'hui d'explication réelle. La méthode 2, c'est un androgène plus un progestatif. Le principe est le même, on va du coup donner un progestatif pour bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire, on va donner de la testostérone on va dire à dose plus physiologique, et voilà, on a là un schéma qui est plutôt celui qui maintenant fait consensus. Il y a eu d'autres méthodes, troisième méthode avec l'analogue de la GnRH, c'est le même principe avec plutôt des analogues plus que des antagonistes par rapport à un effet flare-up, et donc visiblement les analogues marchent mieux. Les autres méthodes, c'est soit un androgène plus l'inhibiteur de la 5-alpha réductase. Enfin, voilà, vous voyez, il y a eu différents cocktails. L'idée à chaque fois, c'était d'améliorer l'efficacité et de réduire les effets secondaires. Finalement, à chaque fois, on a des essais de faible puissance, donc voilà, ça prend pas trop. Bénéfices et risques. Alors, les effets indésirables, vous les connaissez, hein, peau grasse, acné, l'humeur variable, la diminution du volume testiculaire, l'augmentation parfois excessive de la libido et le fameux rebond de la spermatogénèse. Et est-ce que c'est un problème plus complexe, la contraception chez l'homme? Alors oui, parce que les femmes, hein, on a les effets, on a la balance bénéfice-risque avec la notion de la grossesse non désirée, alors que chez l'homme, c'est pas du tout la même conception, et donc c'est le concept de risque partagé, on va pas y revenir. Les lacunes et les avancées, les lacunes, c'est sûrement sur la formulation des produits. On sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est testostérone péros, c'est soit hépatotoxique, soit des problèmes de galénique aujourd'hui qui font qu'on est obligé de le prendre en fractionné ou avec des prises alimentaires, et donc forcément c'est un petit peu fastidieux. Il y a des avancées avec, donc je vous passe le nom, les subtilités biochimiques, le DMAU, qui est un androgène progestatif, donc il y a les 2 valences, ce qui va permettre en fait d'être un contraceptif à agent unique, sans interaction avec la 5-alpha réductase, sans interaction avec les aromatases.
qui va donner une suppression réversible des gonadotrophines en donnant le potentiel androgénique et tout le potentiel biologique des androgènes. C'est une étude de phase 1 avec des intervalles d'injection, donc c'est soit sous CUT, soit IM, entre 2 et 6 mois en fonction des doses. Je n'ai pas développé le protocole. Et la fin de l'essai, c'est pour l'année prochaine, donc on verra ce que ça donne. Les freins, donc voilà, je passe. Donc l'efficacité, avec notamment le rebond et la variabilité, les effets secondaires, qui sont soit à court terme, soit à long terme, l'acceptabilité, notamment le suivi médical, effectivement, est-ce que les hommes aujourd'hui seraient prêts à aller faire un spermogramme tous les 3 mois et plus une bio tous les 3 mois? Les freins sociétaux, le manque de moyens dans la recherche, culturels et sociétaux, le problème de la représentation culturelle de la contraception qui est égale à une histoire uniquement féminine, puis qui a été très médicalisée et les gynécos se la sont appropriés, si je puis dire, et puis encore les stéréotypes de genre en disant c'est pas notre histoire, c'est une histoire de femme. En conclusion, une question qui est prioritaire, une question de santé publique, d'égalité entre les sexes. Il faudra bien sûr plusieurs années pour que les choses avancent et puissent nous donner des vraies réponses. Accepter une répartition équitable des rôles. Et puis au niveau politique, il y aura vraiment des choses à faire avec la tarification équitable, la pratique de prescription et une couverture de soins différente en matière de contraception masculine. Voilà, j'espère avoir été bref, 11 minutes. Je vous remercie.